On va démarrer la soirée. Et je vais peut-être recontextualiser un peu plus largement toute la série des conférences qu'on inaugure ce soir pour le second semestre, puisque je vois beaucoup de visages de S1, S2, enfin de première année. Je ne sais pas dans quelle mesure vous aviez déjà un peu suivi la première partie des conférences. Donc pour recontextualiser un peu large, on travaille en ce moment et on va continuer à travailler pendant un certain nombre d'années, donc un certain nombre de semestres, à l'échelle 1-1 sur des constructions qu'on va envisager nous-mêmes, vous-même, avec différents ateliers, de façon à produire en fait un lieu qui s'appelle Pivoine, qui serait l'extension de l'école, partagée, mutualisée avec l'université Jean Monnet. Et voilà, plutôt que de mettre en place un projet au sens classique du terme, où on fait un appel d'offres, on fait un concours en fait, appel d'offres à architectes, on fait des appels d'offres de maîtrise d'œuvre, etc., etc. On a choisi, comme école d'architecture, de porter la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans les années qui viennent. Mais je répète un peu ça, il y en a pas mal parmi vous qui sont déjà au courant, qui ont déjà travaillé sur le site, qui l'ont déjà visité. Il y en a pas mal parmi vous qui l'ont expérimenté à l'occasion de la semaine buissonnière. Mais je m'adresse plutôt aux premières années qui n'ont pas nécessairement eu cette information encore. Et donc le cycle de conférences de toute l'année, les 3 premières conférences du premier semestre et les 3 conférences du second semestre, dont la première a lieu ce soir. Donc on a invité toute une série de personnes, architectes, qui ont d'une manière ou d'une autre abordé la question de la construction ou la question de protocoles un peu expérimentaux, voilà, de manière à éclairer un peu une façon de pouvoir envisager le travail sur Pivoine au fil du temps. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer. On fonctionne en général avec une petite exposition et une conférence. Alors l'exposition à laquelle on avait initialement pensé n'a pas pu se faire. Donc on a en fait, quand vous sortirez d'ici, vous verrez sur le cabinet de curiosité les 2 projets qui ont été développés le semestre précédent en S7 et qui ont été implémentés d'une manière ou d'une autre à Pivoine. Donc donc l'idée, c'est aussi à la fin de la conférence de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, on fera tourner un peu le micro, puisque ce soir, donc, on a invité en double casquette, si vous voulez, Assemble, qui est un collectif d'architectes basé à Londres, et Assemble dirige un laboratoire de recherche à l'EPFL à Lausanne, donc en Suisse, qui est très orienté sur l'idée d'amener les étudiants et les étudiantes à pratiquer la construction à échelle 1-1, à s'investir dans des communautés dont je pense que c'est ça dont vous allez nous parler. Et donc voilà, la soirée aujourd'hui, c'est d'essayer d'aborder comment, de façon expérimentale, par la pédagogie, on engage en fait de la construction soi-même à échelle 1-1. On s'engage aussi de manière un peu politique dans les communautés, si on veut. Et puis, pour vous rappeler aussi que les 3 précédentes conférences, elles sont toujours en ligne. Et on a eu donc une conférence initialement sur la question des bilans carbone faite par Philippe Rizzotti, c'était en septembre. On a eu une deuxième conférence, alors je ne sais plus dans quel ordre, de Studio Act sur la question du réemploi en fait, et la question de la circularité des matériaux. Donc Estelle et Fanny sont diplômées de l'école ici, sont basées à Rotterdam maintenant. Et en fait, elles explorent de façon très particulière cette question de circularité des matériaux et du réemploi. Et puis, on a eu une dernière conférence par le collectif Dallas, qui est basé à Bruxelles et qui a une pratique de l'architecture. Donc, c'est déjà architecte diplômé de l'école de Rennes, en Bretagne, et qui pratique l'architecture très constructivement. Voilà, un peu de leurs mains, quoi, pour le dire comme ça, et aussi d'une façon extrêmement intéressante comme architecte constructeur en fait. Voilà, donc vous allez nous éclairer un peu sur des pratiques pédagogiques, j'espère, et puis à la fin de votre présentation, on sera amené à discuter, et puis à la suite de tout ça, je pense que le BDA nous a préparé le bar. Mais ça pour après. Merci Cédric. Bonsoir. Je me présente, moi c'est Camille Sino et Noémie Ziobringen, qui est du coup un collègue et collaboratrice. Pour se présenter très rapidement, du coup, comme l'a dit Cédric, on fait tous les 2 parties de l'unité d'enseignement dirigée par Assemble depuis 2020 et qui s'appelle Methods of Assembly.
Moi, j'ai rejoint du coup l'unité d'enseignement au moment de sa création, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à collaborer avec Assemble. Je suis moi-même plutôt, enfin, j'ai fait mes études en France, à Paris, à Marne-la-Vallée, et ensuite, après avoir pratiqué notamment à Londres, où je les ai un peu rencontrés à l'époque, fait un master en anthropologie, qui m'a ensuite impliqué dans une forme de participation directe, notamment en milieu rural, ce qui a un peu de sens avec ce qu'on va vous présenter par la suite. Noémie, si tu veux, toi, te présenter. Vous m'entendez? Oui. Du coup, moi, j'ai rejoint Camille et on est là avec la casquette surtout du studio à l'EPFL à Lausanne. Moi, j'ai fait mes études en Suisse à l'EPFL et j'ai rejoint en 2023 l'unité d'enseignement avec Camille où on enseigne à des étudiants de deuxième année de bachelor sur une année. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu la présentation. En petit disclaimer, on va faire la présentation en français, mais tout est écrit en anglais parce que notre base de travail est en anglais, donc on n'a pas fait le travail de tout traduire parce que c'est quand même pas mal. Mais bon, on va parler en français et on espère que ce ne sera pas trop long parce que bon, on a 90 slides, mais c'est... Pour présenter brièvement quand même le collectif Assemble, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Assemble est donc un collectif d'architectes essentiellement, londoniens, enfin plutôt un collectif d'architecture, de design et d'art, qui a été fondé en 2010, à l'époque où tous les membres d'Assemble et ceux qui les ont rejoints ensuite étaient en études d'architecture, en généralement entre leur deuxième et troisième année. Et l'essentiel des participants étaient issus de l'architecture, mais aussi de sociologie ou cinéma à l'époque. Et ils souhaitaient développer des projets construits de manière collective et expérimentale. Leur premier projet avait été le Cinéroleum en 2010, qui consistait à transformer une ancienne station-service à Londres en cinéma temporaire. Une grande partie, voire même l'intégralité de ce projet, en fait, a été donc dessiné et autoconstruit et ensuite produit par le collectif à l'époque. C'est-à-dire que toute l'ouverture, la programmation, tout avait été fait par Assemble. Donc, depuis sa création, le collectif travaille à la frontière entre architecture, design, art et action sociale, en développant des projets souvent réalisés en collaboration avec les habitants, des associations, des collectivités locales. La pratique du collectif cherche notamment à réduire la distance entre public, client, usagers, usagères et le processus de fabrication des lieux, en impliquant directement les communautés dans leur conception et la réalisation des projets. Un projet pour lequel ils ont été, qui est le projet le plus connu, je pense, qui a valu au collectif de gagner le prix Turner en 2015, qui est un prix national d'art contemporain au Royaume-Uni, et le Granby Fore Street, qui est donc une réhabilitation et transformation de tout un quartier d'habitation à Liverpool, qui était un quartier ouvrier, abandonné par la municipalité, dans la volonté notamment de le détruire pour le remplacer par un ensemble de spéculations financières et immobilières. Assemble s'est associé avec l'association d'usagers et d'habitants qui, eux, s'étaient déjà organisés pour résister. Et en fait, on réussit à monter un projet de réhabilitation en réutilisant tout un ensemble de matériaux de certains bâtiments en ruine et en créant différents projets en parallèle, notamment une structure sociale qui permettait ou le rachat ou l'obtention de fonds pour reconstruire, ainsi que un atelier de céramique qui a en fait été le lieu de confection de la plupart des éléments de mobilier de la réhabilitation, comme on voit cette cheminée, et qui existe encore. C'est-à-dire que cette entreprise est devenue une entreprise sociale qui emploie une dizaine de personnes et existe toujours dans le quartier. Ça, c'était donc en 2013. 10 ans plus tard, un autre bâtiment, maintenant un peu plus connu, mais qui va l'être, a été réalisé avec PC Architectes, donc aussi des architectes belges, à Arles. Donc c'est dans le cadre de la fondation Luma, ce sont les ateliers Luma.
Il s'agit ici là, d'une réhabilitation d'un dépôt, d'un entrepôt ferroviaire SNCF. Et l'ensemble du bâtiment a été traité comme une forme de bâtiment expérimental autour de la notion de biorégion et d'expérimentation matérielle. C'est-à-dire que toute la rénovation et transformation du bâtiment a été utilisée de manière à explorer le réemploi de déchets agricoles de riziculture dans la région camarguaise, transformer en panneaux d'isolation, comment utiliser la pierre et aussi tous les déchets de la production, de l'extraction de la pierre dans la construction, à l'intérieur d'une certaine partition. Pareil pour la question des colorants, des enduits, en utilisant de manière régionale des plantes et tout un ensemble de matériaux qui étaient issus en fait, de déchets, notamment. Assemble existe aussi en fait un peu comme sous une constellation d'autres organisations et d'autres pratiques. Il y a donc Assemble Design Limited qui est le bureau d'architecture aujourd'hui, mais il existe aussi Assemble Workspace qui a été créé en parallèle d'Assemble, notamment dans la nécessité de se loger en tant que bureau à Londres. Et en fait, ils occupent notamment donc des espaces inoccupés ou réussissent à obtenir le bail de certains espaces qu'ils transforment et rendent accessibles à bas prix pour des artisans, artisanes et autres personnes du monde créatif à Londres. En parallèle, il y a aussi Assemble Play qui a été créé, qui est une organisation dédiée à la question du jeu et ludique et de la création de playgrounds dans l'intégralité du Royaume-Uni. Et il y a aussi donc Methods of Assembly qui est l'unité d'enseignement et de recherche que Noémie va nous présenter. Du coup, on est là surtout pour vous parler de ce qu'on fait dans le cadre du studio. Comme l'a dit Camille avant en présentation, on a été invité en 2020 pour commencer à enseigner à l'EPFL un atelier de projet. Au tout début, pour des masters, du coup, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en Suisse, les masters, c'est sur un semestre. Et ensuite, on a bougé en deuxième année de bachelor pour des projets sur une année entière qui nous ont permis de développer une approche pédagogique un peu sur le plus long terme. La team est là. On est constitué surtout de personnes basées en Suisse, en France et au Royaume-Uni. Et on a été amené à collaborer avec plein de gens super intéressants qui nous ont aidés et dont on va vous parler dans la suite de la présentation. Peut-être pour vous contextualiser un peu l'approche du studio, le studio se concentre surtout sur l'exploration de pratiques architecturales dans des contextes ruraux, en mettant l'accent sur les défis et les opportunités que ces environnements peuvent présenter. On part du principe que même si la ville a longtemps occupé une position centrale dans les discours des disciplines de design, dont l'architecture, on se concentre sur le milieu rural. Cette concentration sur les villes, ça vient surtout du fait que les populations mondiales ont tendance à s'urbaniser. Et du coup, on a l'impression que c'est une trajectoire un peu inévitable de se concentrer sur les villes. Que la ville apparaît comme un peu un lieu des possibles où se concentre toute la réalité sociale et que la campagne est un peu une page blanche, enfin un espace vide et périphérique qui vient alimenter la ville. Et du coup, nous, on propose dans notre approche, qui s'inscrit dans un mouvement de pensée de plein de gens, de se reconcentrer sur la ruralité et de contrecarrer un peu ce récit dominant de se focaliser sur la ville. Et plutôt que de considérer l'avenir comme nécessairement urbain, de voir un peu les perspectives que peuvent offrir ces milieux ruraux et que le fait que c'est des espaces très propices à adresser les défis contemporains aujourd'hui, c'est-à-dire la crise écologique, climatique, sociale et tout ça. Le but de l'unité d'enseignement, ou en tout cas ce qu'on essaye de véhiculer, c'est de soutenir la gestion responsable des terres en milieu agricole pour atteindre ces objectifs. Parce qu'on s'inscrit un peu dans cette crise constante dans laquelle on est nourri et que pour atteindre des objectifs environnementaux fixés par le GIEC,
On sait aujourd'hui qu'on devra profondément transformer notre système agricole et que cette transformation, elle applique un nombre beaucoup plus important de personnes qui vont travailler dans les milieux agricoles, donc travailler la terre, mais aussi plus largement des formes d'agriculture qui changent un petit peu, qui sont plus raisonnées et plus proches de principes d'agroécologie, ce qui entraîne en fait des exploitations plus petites, qui nécessitent plus de travail et de main-d'œuvre et plus de gens. Et une chose qui apparaît clairement, c'est qu'aujourd'hui, on doit revenir un peu à la terre, mais que les infrastructures de logement pour les personnes qui vont travailler cette terre, elles sont pour l'instant insuffisantes. Et du coup, on essaye de mettre en évidence que la transition agroécologique qu'on doit vivre ne dépend pas seulement des nouvelles pratiques de travail de la terre, des pratiques agricoles, mais aussi des conditions matérielles qui abritent ces pratiques agricoles, c'est-à-dire dans quelles conditions les personnes vivent et travaillent. Et que on se concentre beaucoup plus, au tout début, c'était des infrastructures communautaires de travail de la terre, mais que par l'expérience au fil des années, on se concentre beaucoup plus sur la question du logement, donc de fournir un logement abordable aux travailleuses agricoles qui sont en adéquation avec les principes agroécologiques, c'est-à-dire des logements peu chers, résilients, modulables et ancrés dans la logique du territoire. Du coup, c'est précisément dans ce background un peu théorique que s'inscrit ce qu'on met en place dans le studio avec nos étudiantes à l'EPFL. Et on se repose sur un prémisse, c'est que l'architecture et les outils que la discipline offre a un rôle à jouer dans une sorte de catalyseur d'engagement communautaire et de transformation sociale. On a travaillé au fil des années dans 3 sites différents, 3 contextes ruraux assez différents. Au tout début, en Suisse, à Burtigny, dans le canton de Vaud, en collaboration avec la municipalité locale qui avait une approche assez intéressante de gestion raisonnée de sa propre forêt pour générer des projets en bois avec les ressources locales. Ensuite, on est reparti un peu explorer les réseaux déjà existants de contacts au Royaume-Uni, où on a travaillé à Bridport, dans le Dorset, où on travaillait également en collaboration avec une coopérative, une association, pardon, qui visait à retransformer, à convertir des terrains qui sont surtout utilisés pour l'exploitation laitière et qui ne fonctionnent plus, qui ne génèrent plus du tout de revenus. Et cette association encourage les exploitants agricoles à reconvertir leurs terrains et de cultiver des matériaux qui peuvent être utilisés pour la construction. Donc le chanvre, le lin et d'autres matériaux. Et enfin, ce qu'on travaille depuis 2 ans, c'est en collaboration avec une coopérative où on va vous parler plus en détail de ce projet qui nous semblait être un peu plus l'aboutissement de toutes ces années de recherche et aussi faire sens avec ce pourquoi on a été invité. Mais peut-être avant de développer plus sur la dernière collaboration, on voulait vous donner un peu nos clés ou principes pédagogiques qu'on essaye de mettre en place au sein du studio. Ces principes, c'est vraiment ceux de la discipline architecturale et de la pratique du design, mais comme vous le verrez, comme l'a introduit très bien Cédric au tout début, on porte une importance particulière au faire et au construire ensemble. Le premier des principes qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la pratique située. En s'inspirant notamment de travaux de l'anthropologue Tim Ingold ou de Donna Haraway, on cherche à développer des manières de travailler dans un territoire qui soient ni extractives ni exploitantes
et qui soit fondé sur des échanges réciproques, équitables de savoir et d'expérience. On est dans des relations à longue durée avec les personnes avec qui on travaille, et du coup pour nous c'est très important d'avoir vraiment une relation d'échange, pas juste d'aller avec des personnes, travailler et faire des projets et repartir. Et pour cela, ça implique de mettre en place d'autres outils et pratiques qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de mettre en place dans nos études d'architecture, qui sont notamment empruntés aux sciences sociales ou d'autres disciplines, qui sont la recherche sociale, l'observation de terrain, l'action directe, l'organisation communautaire, la négociation. On a dû pas mal négocier avec les communautés et avec les municipalités. La planification économique, parce que l'argent, c'est tout central dans ce genre de projet. Et le storytelling, qu'on a aussi utilisé comme outil de projet. Donc là, vous voyez des fragments de ces 5 dernières années de ce qu'on a développé. Quelques exemples à Burtini. Enfin, là, les exemples qu'on a, c'est à Burtini et à Bridport, entre autres. Et à Burtini, il y a eu quand même pas mal d'audits, parce que Burtini, c'était une commune de 426 habitants, donc très petite. Et il se trouve que la municipalité nous avait mis à disposition la salle communale. Donc, dans le cas de Burtini, par exemple, on faisait les critiques, les rendez-vous de projet presque toutes les 2 ou 3 semaines au sein de la salle communale. Et l'ensemble, chaque paire d'étudiants avait un correspondant au sein du village. Donc vous en voyez certains ici. Pour discuter à la fois d'essayer d'établir et comprendre les problématiques d'une structure rurale de cette échelle dans l'arc lémanique. Et à Bridport, c'était un peu différent, mais on a aussi on a eu accès à une des fermes qui se convertissait et qui, elle, nous avait mis à disposition un hangar et un lieu de travail dont on voit une des réunions là-haut. Et comme disait juste Noémie sur ce rapport d'échange, en fait, les discussions avec notamment les personnes, il y avait toujours un rapport de production de projet. Il y avait eu un des exercices qui était un cadeau, qui était justement une des illustrations ici, qui était une forme d'illustration des modes de vie et habitudes des différents correspondants et correspondantes. Donc les étudiants et étudiantes avaient produit un redessin en fait de certains espaces de vie, et ensuite les avaient donnés et offerts à leurs correspondantes. Dans le cadre de Bridport, on avait réalisé une exposition au sein de la ville et on avait invité la municipalité sur les propositions de projets de logement développés. Et du coup, cette pratique située, elle implique ces collaborations et ces échanges constants avec les personnes concernées, mais aussi d'aller visiter et étudier et apprendre les savoir-faire et les ressources locales. Donc là, vous avez un exemple d'une visite de sawmill de scierie à Burtini, avec la personne qui débitait ce bois, qui apprend comment on fait la coupe de l'arbre, tout ça. Ce bois, en l'occurrence, dans le cas de la forêt de Burtini, c'était une scierie mobile. Et en l'occurrence, ce tronc d'arbre était devenu l'intégralité du matériel utilisé par les étudiantes pendant le semestre. Il avait été rapporté à l'école, séché, et en fait a fourni tout un ensemble de maquettes que vous allez voir par la suite. Et on porte une importance assez particulière au travail collaboratif, que ce soit avec les personnes locales, avec des différents spécialistes qui viennent nous aider pour les savoir-faire, mais aussi au sein du studio, donc entre nous, les enseignantes, et les personnes qui prennent part au studio, les étudiants et étudiantes. Et on privilégie un travail de groupe. Je pense que vous êtes assez familière au travail de groupe, parce qu'on pense que c'est très important et qu'en pratique, l'architecte ne travaille jamais seul. Et qu'une organisation en groupe à cette échelle permet plein de choses, des dialogues plus riches et plus ouverts, et c'est des compétences qu'on a l'impression qui sont nécessaires d'apprendre et que parfois on oublie un peu dans nos études, mais c'est pas toujours facile. Et ça nécessite un cadre assez clair de collaborer à beaucoup avec plein de gens différents. Du coup, on s'inspire de l'approche de Starhawk, qui est une écoféministe activiste, qui a écrit un super livre qu'on recommande grandement, qui s'appelle « Comment s'organiser »,
qui a été édité principalement pour l'action collective, donc pour les associations, qui part du principe qu'on n'a pas le temps d'avoir des troubles d'organisation interne dans des pratiques engagées. Et du coup, c'est un guide pour s'aider à s'organiser. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place avec nos étudiants et étudiantes et qu'on essaye de faire des mini-formations de comment travailler ensemble, comment collaborer, comment communiquer. Là, vous avez un exemple de ce qu'on appelle une constitution de studio, qui est en fait un cadre très clair qui est rédigé avec les étudiants et étudiantes au début de l'année et qui est mise à jour tout au long de l'année de projet, qui pose pas des règles, mais un cadre de fonctionnement très clair sur nos attentes communes au sein du studio. C'est aussi un document qui nous permet ensuite de revenir si on a des problèmes de groupe ou des problèmes entre étudiantes et enseignantes. Par rapport à nos outils qu'on met en place au sein du studio, bien sûr, il y a la question du dessin. C'est un peu les outils traditionnels de l'architecte, c'est-à-dire le dessin que nous, on prend comme un dessin assez technique. Il n'y a pas beaucoup d'exploration dans le dessin. C'est des dessins très factuels, instructifs, qui transmettent des instructions précises pour la construction. Pour recontextualiser, comme je l'ai dit, c'est des deuxième années, donc toutes les bases de dessin et de maquette ne sont pas forcément là, donc on prend beaucoup d'importance à ne pas perdre la lisibilité du projet dans des problèmes techniques. Donc on dessine beaucoup, mais on fait aussi beaucoup de maquettes et de prototypes. Ces maquettes et prototypes, elles jouent un rôle central dans l'atelier parce que selon nous, elles sont un outil très puissant de discussion avec les personnes avec qui on travaille, donc des personnes qui sont non initiées au dessin ou au plan ou aux coupes par exemple. Une maquette sera beaucoup plus directe et intuitive pour discuter d'un projet. Elles ont aussi un rôle, bien sûr, de comprendre l'espace. On les utilise, on va le voir dans la suite, comme des maquettes d'intérieur, des prototypes à échelle 1.1 ou 1.2 pour comprendre l'espace et développer des projets qui fassent sens. On mélange beaucoup d'échelles, mais les échelles selon nous, sont les plus importantes ou les plus particulières au sein du studio sont des grandes échelles de maquettes. Donc on travaille au 1/5 ou au 1.1 ou 1.2 parce qu'elles ont, selon nous, cette capacité à pouvoir à la fois comprendre la logique des matériaux et des assemblages, mais aussi directement se poser la question d'où viennent ces matériaux, comment on les applique et comment ils s'articulent entre eux. Donc là, vous voyez juste un tout petit peu, sur les dernières images, il y avait pas mal de photos justement de l'année qu'on avait passée à Bridport. On avait ensuite passé la fin du semestre. Enfin, à la fin du semestre, on a à chaque fois une semaine qui s'appelle la semaine Charrette, qui est un héritage en termes de nom, et qui se déroule juste avant la semaine de jury. Et en fait, normalement, c'est une semaine, on va dire, en général assez intense, souvent assez stressante au sein de l'école, parce que tout le monde travaille beaucoup, il n'y a plus cours, il n'y a que le projet, et c'est juste avant les jurys. Il se trouve que cette année-là, on était parti au Royaume-Uni pendant cette semaine-là, on avait été logés dans la ferme et utilisé en fait ce grand entrepôt qui était en fait l'ancien lieu de c'était un lieu de traite de traite laitière, ouais. Ouais, de traite laitière, ouais. Et qui n'était plus utilisé comme tel et qui avait été transformé en espace donné en fait à différents projets de construction. Donc en fait, il y avait différentes baies. Et on avait pu, au sein de ce hangar, réaliser des prototypes à échelle 1 de façade et de méthode constructive. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais le PFL, c'est une école polytechnique, donc elle s'insère dans un héritage assez d'ingénierie.
Et du coup, il y a ce qui est mis en avant dans les études d'architecture, c'est beaucoup les dessins techniques, les plans structurels et les outils un peu normaux, non, usuels de l'architecte. Ce qu'on essaye d'inculquer aussi aux étudiants et étudiantes, c'est d'autres techniques qui sont héritées plutôt de techniques constructives ou d'artisanat et d'art, pour comprendre comment ça fonctionne, ce qu'ils vont ensuite mobiliser pour leur projet. Là, par exemple, vous voyez en bas à droite une taille de pierre. On a exploré comment on dit, Gravure sur la bois. gravure sur bois qui a généré des images qu'on a ensuite offertes aux personnes avec qui on travaillait à Burtini, que vous voyez ici. On a mis en place pas mal de workshops sur des enduits de chaux ou des choses où on apprend avec des spécialistes comment on met en place ces techniques et comment elles sont mises en œuvre. Et peut-être pour la partie pédagogique, c'est un peu le tour. Ce qu'on aimerait vraiment maintenant vous rentrer en détail, c'est toute la partie, donc le nouveau projet sur lequel on travaille depuis 2 ans en collaboration avec ILC, dont Camille va vous parler. Et, du coup, le Rural Workers Housing. Donc, l'ILC, pour faire une introduction, est donc une coopérative. Donc, ILC, c'est le raccourci pour Ecological Land Cooperative, qui est une association, enfin une organisation avec laquelle James, plus précisément au sein du groupe, travaille directement, en fait, a été employé comme architecte pour travailler avec la coopérative. Donc, on a créé ce lien. C'est une coopérative qui, en fait, favorise ou se centre sur l'accès à la propriété pour toute personne désireuse de créer ou développer une activité agricole en tant qu'activité productive et commerciale, donc d'en vivre, mais selon les principes de l'agroécologie. Car une des grosses difficultés au Royaume-Uni est l'accessibilité à la terre, parce qu'il y a des grands propriétaires terriens. C'est une problématique réelle, donc en fait c'est difficile. Déjà la terre coûte cher, pour différentes raisons dont on parlera un petit peu plus tard. Et du coup, ILC, elle réussit à bien racheter des terres marginales ou se voit maintenant donner, en fait, parce qu'elle commence à avoir suffisamment de popularité depuis sa création pour qu'il y ait des personnes qui finalement fassent des dons de terre pour la coopérative. Pour le moment, il y a 7 sites au sein du Royaume-Uni, donc globalement dans le sud-ouest, un petit peu vers Londres. Chaque site, en fait, qui font en moyenne une vingtaine d'hectares, sont ensuite subdivisés en plus petites parcelles, en général entre 8 et 9 hectares du coup. Et chacune de ces parcelles est donc donnée, enfin, du moins louée, à bas prix, sur des baux de 150 ans, aux personnes qui ont rejoint la coopérative pour travailler. Il s'agit ici, une des prérogatives quand même aussi de l'agroécologie, c'est quand même de défendre l'idée selon laquelle il est possible de développer une agriculture durable et productive à l'échelle nationale sur des petites échelles. En fait. C'est-à-dire que en fait, ça va un peu avec l'encontre de toute la question du remembrement de l'industrialisation agricole. L'idée étant vraiment de fournir sur des fermes là, qui sont du coup à 8-9 hectares une forme de diversité écologique et productive. Donc là, on a un ensemble de sites d'ILC qui sont présentés sur les... Alors, ce n'est pas les 7, mais on a Wyvern Fields, Greenham Reach, et Orchard Park et Ragman's Lane. On voit la manière dont elle s'insère dans le tissu quand même et dans le paysage, une certaine différence avec, on va dire, les champs autour, vus à la fois par leur échelle et aussi une forme de densification. Ici, ILC comprend aujourd'hui peut-être une vingtaine, trentaine d'intendants, enfin de stewards, qui sont donc les personnes qui ont rejoint la coopérative et qui produisent, donc les agricultrices. Ici, on en a un petit panel avec John and Sarah, Camilla, il y a Sue Camilla, Emma et Pablo, entre autres.
On a une certaine diversité quand même démographique, dans le sens où il y a à la fois des personnes qui sont peut-être finalement assez jeunes et qui s'investissent dans l'agroécologie aujourd'hui, mais aussi des personnes donc qu'on qualifierait de néo-ruraux, mais aussi des personnes plus âgées qui étaient déjà dans le monde agricole et qui ont désiré se reconvertir et transformer, ou bien qui travaillaient pour des fermes en général, qui travaillaient pour des personnes et n'avaient pas de terre, et en fait on voulait changer leur méthode agricole et du coup chercher des terres, des lieux pour travailler. Comme l'avait évoqué Noémie, une des problématiques principales pour ces personnes reste le logement. C'est qu'en fait, en général, les personnes qui ont rejoint la coopérative et qui commencent à travailler ont investi l'ensemble de leur capital dans la création de leur entreprise et dans l'achat de matériaux, dans le lancement d'une entreprise agricole, se retrouvent du coup avec assez peu de capital pour se loger et investir de l'argent pour construire concrètement des logements. Et ça, couplé au fait que, en général, en fait, les plans d'aménagement en milieu rural sont assez stricts sur les conditions pour s'installer à la campagne et créer des nouveaux bâtiments. Une seconde prérogative en fait, de ce type de pratique en agroécologie est quand même de vivre assez proche de sa terre d'exploitation, voire en général de vivre sur sa terre d'exploitation. Donc en fait, c'est là où se situe un peu le nœud, c'est que du coup sur ces terres-là, en général, en fait, on n'obtient que des permis d'habitat temporaire, limités à 5 ans, qui doivent normalement rentrer dans ce qui s'appelle le Caravan Act, qui est du coup un type de logement assez restreint, et pour ensuite pouvoir prouver qu'on vit de son activité productive agricole et obtenir un permis de construire, un permis de vivre permanent. Donc c'est quand même un système assez complexe. Donc ILC en fait facilite déjà ce premier travail, cette première approche. Et la seconde difficulté aussi, c'est qu'en fait, même s'il y avait un peu de capital, en général, de toute façon, les terres et le logement en milieu rural, et surtout au Royaume-Uni, avec la spéculation financière en fait, et tout un ensemble d'investissements extérieurs, sont extrêmement chers en comparaison finalement avec d'autres lieux. Donc c'est pour ça qu'on a fait, de cette question et en discussion avec ILC, un des sujets principaux. Donc une des conséquences, c'est donc du coup les personnes s'installent en fait en caravane sur leur site parce que ça rentre dans le Caravan Act, étant donné que c'est de l'habitat temporaire. Et ensuite, c'est concrètement des boîtes en plastique assez mal isolées, remplies de matériaux volatiles. Donc pas très en accord avec, je pense, les valeurs des personnes qui du coup produisent de la nourriture d'une manière quand même assez à la fois respectueuse mais aussi régénérative pour la santé et l'environnement. Et en plus investissent parfois de l'énergie et de l'argent dans des formes d'aménagement temporaire, de rajouter de l'isolation, du bardage sur ces logements, mais qui en fin de compte sont une forme d'investissement un peu perdu, parce qu'en général, s'il y a tout défaut, ce n'est pas des choses qui peuvent vraiment être réparées très facilement, ni évoluer. Donc ça, ce sont en fait les situations actuelles de la plupart des habitants et intendants d'ILC. Donc une des manières dont on a décidé finalement de s'emparer de la question au sein de l'unité d'enseignement est très inspirée donc du modèle de Rural Studio, que vous connaissez peut-être, qui est une unité américaine en fait, créée en Alabama dans les années 90 et qui en fait est vraiment dans une petite communauté dans l'Alabama rural, et tout le cursus architectural est conçu pour la construction en fait en général de logements ou parfois d'infrastructures communautaires dans un certain périmètre dans la communauté locale autour de Auburn. Donc entre la première et la 5e année, la manière dont ça fonctionne en général, c'est que c'est les 5e années qui construisent et organisent un chantier auquel prennent part les premières, 2e, 3e années. Il y a tout un circuit, un processus d'apprentissage qui est aussi basé sur un système économique assez spécifique. Donc il parle du 20K House Program, qui est en fait la possibilité d'obtenir
un emprunt de 20 000 $ assez simplement, même avec des revenus en fait assez précaires. Et donc en fait le modèle économique a été calé sur cet emprunt-là. Et en fait le labeur est évidemment fourni par les étudiants et étudiantes. Donc il y a une économie par ce biais-là. Donc nous, ce modèle pour nous est particulièrement intéressant parce que je pense que ce qu'on expliquait, c'est qu'en tant qu'unité d'enseignement, on veut quand même, dans ce rapport d'échange, réussir à fournir par là une forme de service, oui, enfin civique. Et du coup, en travaillant avec la coopérative, l'idée étant vraiment de développer et rechercher des solutions pour ces questions de logement. Donc, de développer des modèles de logement qui soient constructibles, accessibles, à bas prix, qui suivent en plus les valeurs et principes de l'agroécologie. Parce que peut-être dans le cas de Rural Studio, je pense que la priorité est vraiment une priorité économique. Donc les matériaux utilisés, alors ça évolue, parce que en fait, les projets plus récents ont quand même changé. Mais une des focales pour nous, l'unité, reste quand même une question de localité de ressources, une certaine accessibilité, donc bien sûr de la construction, mais de réduire au minimum l'utilisation de plastique dans nos matériaux constructifs et de béton. Et donc de favoriser les matériaux biosourcés dans l'idéal, récupérés assez proches, et aussi de faire développer une forme d'économie locale. Donc en fait, on a dans une scierie à côté, l'argent investi va quand même bénéficier à une forme de localité. Une année type, parce qu'en fait, du coup, donc on est avec les deuxièmes années, on travaille sur 1 an, est construit selon 4 axes, donc dans une séquence qu'on a appelée Learning from Example, qui correspond à une analyse en fait, de projets de référence, que je vais présenter dans un premier temps, qui nous permet d'introduire en fait, une forme de culture architecturale pour les étudiants et étudiantes, et de regarder des projets qu'on considère, nous, intéressants pour ces projets-là, qu'on va ensuite traduire, donc Good Translations, en propositions de projets, en suivant en fait, une contextualisation géographique, constructive, matérielle, et ensuite qu'on va encore plus contextualiser dans un site précis qui s'appelle Homelanding, par le travail à la fois de terrain, de visite de site, etc. Et home building qui, en général, donc, se conclut par un acte constructif. Toutes les années précédentes, on n'a jamais vraiment réussi à construire un bâtiment, mais c'était plutôt des éléments. Mais cette année, on espère construire un bâtiment. Donc voilà, Learning from Example, c'était juste pour en parler un petit peu plus. Donc, les projets de référence sont quand même choisis dans un corpus assez spécifique, qui sont en général des maisons, parfois résidences secondaires, mais on essaye quand même le moins possible, généralement en milieu rural, à différentes époques, dans différentes zones géographiques, qui sont intéressantes pour nous, pour à la fois les idées qu'elles véhiculent, leur intérêt architectural, constructif. Ici, on a la Nine Tsubo House, qui est de Makoto Matsuzawa, qui avait été dessinée dans les années 50 pour Habitat Minimum au Japon. La Trigon House, qui avait été dessinée par Heidi et Peter Wenger dans les années 50, à construire en milieu de montagne, qui était là plutôt entre la résidence principale et la résidence secondaire. Mais voilà, il y a Lady Caroline Carrison dans les années au 19e siècle, qui avait déjà développé en fait, un modèle de logement pour travailleurs ruraux. La Nissan Hut, qui était aussi une forme de préfabrication pendant la guerre au Royaume-Uni, pour en rendre le logement accessible suite aux démolitions. Les Chartist Cottage, qui sont assez intéressants, qui étaient une organisation religieuse, mais non confessionnelle, qui aussi en fait, se battait pour le droit des travailleurs ruraux, et donc pour une forme d'accessibilité à un certain type de logement décent à l'époque, et Rural Studio par exemple. Donc cet exercice nous sert d'introduction pour à la fois, vu qu'on a avec comme des amis en deuxième année, à la fois travailler en fait, en maquette et les conventions de dessin. Donc en fait c'est vraiment une phase d'étude. Ça permet aussi d'alléger un peu dans un premier temps le rapport projectuel. Et en fait ces projets, donc à la fois donc, sont ensuite décrits donc, de manière
dessinées et modélisées, que ce soit des maquettes parfois structurelles de compréhension interne, généralement aussi au 50e. La plupart du bois ici vient de Burtini, mais aussi des maquettes d'intérieur, donc un certain rapport analogique quand même à la conception d'images et d'atmosphère, parce que là du coup c'est des maquettes généralement en papier et carton, qui permettent la création d'une photo et d'une image qui a été récupérée dans l'analyse et l'étude des projets de référence. Ensuite, vers ce premier travail de traduction, donc, on s'inspire quand même aussi beaucoup du travail de Material Cultures, avec lesquels on est quand même assez affilié, et du coup de traduire ces bâtiments en fait, de tout un tas d'époques, aussi en généralement pas du tout avec les mêmes normes ni constructives ni environnementales, et de les traduire aujourd'hui avec l'utilisation de matériaux biosourcés, réduire le béton, etc. On commence cette traduction selon plusieurs axes. Donc il y en a un qui est dans une recherche de matériaux locaux. En général, on va définir autour de la zone de travail d'une manière régionale la notion de biorégion, de comprendre un peu quels sont les lieux de production, d'extraction ou de transformation de différents matériaux, les scieries, s'il y a des carrières, quel type de production agricole il est possible de regarder, s'il y a des déchets de certaines productions. Donc là, par exemple, dans les exemples qu'on a, il y avait à Burtini donc la forêt. Dans le cas de Bridport, il y avait quand même la production donc, du chanvre et du lin qui avait été utilisé. Un second axe, c'est aussi une forme de simplicité constructive. Donc en général, on s'intéresse quand même d'un point de vue structurel beaucoup au bois, mais aussi de rendre en fait, les détails de construction. Là, il s'agit d'un bâtiment de Walter Seagal autoconstruit, et ici d'une grange qui avait été construite par les Amish aux États-Unis, qui sont là, dans les deux cas en fait, de l'autoconstruction collective. Et en fait, de donner une forme d'accessibilité qui soit économique, mais aussi de méthode. Donc, de ce point de vue-là, la structure doit toujours être assez simple. On s'intéresse aussi à des axes de principes environnementaux et énergétiques qu'on prend notamment ici dans un livre qui s'appelle In Search of Well-Tempered Architecture, qui avait été produit par le pavillon slovène pour la Biennale de Venise en 2023, et qui s'intéressait un peu aux principes énergétiques de construction vernaculaire et plus ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est non pas de dire qu'on va revivre, comme au XVIIe siècle, dans les lits à baldaquin à rideaux, mais de s'intéresser quand même aux solutions low-tech d'organisation spatiale et architecturale que ces solutions proposent. Donc ici, là, dans les quelques exemples, on a quand même le lit fermé, mais qui propose en fait d'avoir une zone qui est plus simple à chauffer, en fait, à la fois par le corps humain ou par un chauffage d'appoint que l'ensemble de la pièce, ou encore l'utilisation de certaines ressources. Alors, dans ce cas-là, c'est un mélange d'herbes, de purin et autres qui est mis en façade et qui fournit de manière saisonnière une forme d'isolation supplémentaire et qui est en lien avec la production agricole saisonnière. Ou un autre exemple suédois ou danois d'utilisation d'algues qui est accumulée avec le temps et qui offre de plus en plus d'isolation. Voilà. Et aussi une forme de simplification donc, en plan, donc une adaptation des plans de ces projets de référence vers le développement de types qui viennent répondre quand même du coup, aux besoins contemporains et aussi à certains modes de vie peut-être plus simples et d'économie constructive. Donc là, on a différents types en fait, qui sont tous un peu dérivés de certaines références qu'on a vues qu'on a pu voir précédemment. Et on met en place dans un premier temps, donc, ce développement se passe en général par le biais de workshops et d'ateliers qu'on organise là à l'école, donc avec des intervenantes extérieures. Ici, c'est l'utilisation de la maquette et du carton comme outil de travail vraiment assez direct et assez expéditif d'une certaine manière, parce que ça, c'est des workshops en général qu'on concentre en 1 ou 2 journées. Donc là, c'était avec Takeshi Hayatsu, où c'était vraiment s'intéresser à l'articulation entre la façade, l'enveloppe et la structure, et de réaliser ces maquettes au 10e en 2 jours. Donc du coup, l'idée, c'est qu'il y a quand même une accessibilité, une activité assez directe. Elles ont un côté assez spontané, un peu brut, mais justement, l'idée de pas trop réfléchir et d'essayer de s'organiser, d'essayer de faire assez rapidement pour pouvoir discuter autour de ces maquettes. On a, comme disait Noémie, des ateliers d'enduit. Donc là, c'était Local Work Studio,
qui, eux, sont des consultants avec qui on collabore beaucoup, qui s'intéressent à, en fait, qui sont une agence de paysage et de pratiques de conservation du patrimoine et de pratiques anciennes. Et en fait, s'intéressent aux pratiques pré-industrielles, d'enduit, de peinture, sans l'utilisation justement de dérivés du pétrole ou d'utilisation aussi de matériaux naturels ou de certains déchets de certaines productions, et de le remettre ça en fait dans une économie contemporaine. Donc là, on a des échantillons de différents types d'enduits avec un certain type d'herbe, je ne sais plus comment ça s'appelle, parfois des poils, ou un certain type de poils qui peuvent être récupérés de chevaux traditionnellement. Mais aussi des workshops de peinture naturelle avec Henna Burney, où aussi là on travaille avec des pigments généralement collectés autour du site localement, et puis c'est des recettes à partir d'huile de lin, farine de seigle, qui sont des recettes traditionnelles. Henna, en l'occurrence, est une designer de matériaux et recherche scientifique, et a travaillé au sein d'Atelier L'Humain sur les recherches de biorégion. Et donc c'est quand même des recettes qu'on met à l'épreuve ensuite en extérieur à tester. Et donc en fait, toutes ces techniques viennent donc, et ces traductions se traduisent là ici par des projets donc, qui ont été mis à jour, donc qui sont les projets de référence qu'on voit, et dans l'idée qu'ils sont contextuels dans une certaine région, mais à ce moment-là, pas un site donné, dans le sens où l'idée est quand même de pouvoir fournir un modèle reproductible sur plusieurs sites d'ILC et ailleurs. Donc à chaque fois, il y a des productions quand même de maquettes au 50e et au 10e, pour avoir un sens de l'échelle, de ces maquettes. Et ensuite, une deuxième partie du travail est de faire atterrir un peu de manière très spécifique et constructive les projets et ces modèles développés. Du coup, tout ce qu'a expliqué Camille, c'est cette approche où on essaye de générer un type assez... Il a un contexte, donc le contexte des royaumes, c'est actualisé, les références sont actualisées dans le contexte des Royaumes-Unis aujourd'hui, mais ils ne sont pas faits pour être sur un site particulier. C'est-à-dire qu'ils sont conçus, et c'est aussi comme ça qu'on travaille avec la coopérative, donc ILC, c'est que eux ont besoin de typologies faciles à reconstruire dans plusieurs sites de ces fermes qu'on vous a montré avant, et du coup qui n'est pas trop spécifique à chaque site. Par contre, dans l'exercice du studio, on ramène toujours ces types et on essaye de les éprouver, enfin de les tester dans un site particulier. Et du coup, cette année, le site particulier, c'est Ragman's Lane Farm, que Camille a expliqué, où en fait, on en revient tout juste avec les étudiantes. On était en février, où on a été visiter le site parce que les personnes avec qui on travaille, les étudiantes, ne sont pas forcément familières à la réalité que c'est de travailler dans des fermes, pas particulièrement d'attache au Royaume-Uni non plus. Donc pour nous, c'est très important d'aller sur site, que tout le monde puisse se rencontrer, discuter. On prend beaucoup de temps sur place, juste de visiter, d'avoir des moments un peu informels de repas avec les personnes qui travaillent, de pouvoir échanger sur leur réalité, leur cahier de doléances sur leur logement actuel aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans une caravane? Qu'est-ce qui manque? Tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on va sur site et qu'on y passe du temps. L'idée, c'est qu'on va retourner sur site à la fin de cette année pour construire un prototype de logement. Et du coup, dans cette ferme, on y va et on rencontre les gens. Là, vous voyez Steve, qui est une des deux personnes qui a un business à Ragman's Lane Farm, qui a un business il cultive l'osier, donc une oseraie, qui est une forme d'agriculture assez rentable parce que ça pousse vite et ça demande assez peu de transformation, avec qui on va
peut-être collaborer pour la suite et que les étudiantes ont pu rencontrer, comprendre quels sont le processus de transformation de l'osier et tout ça. Et la deuxième personne qu'on a rencontrée sont les personnes qui s'occupent de la culture maraîchère sur site, donc qui ont une toute petite parcelle de culture maraîchère qui fonctionne malheureusement qu'une partie de l'année parce que c'est pas assez rentable de faire et n'ont pas les infrastructures nécessaires pour faire l'hiver sous serre. Et du coup, on a été les rencontrer et discuter avec elles. Dans le cadre de ce home landing, donc de faire atterrir ces projets types dans un contexte particulier, il s'agit aussi de un peu faire un step back et comprendre dans quel territoire on s'insère. Et du coup, une des ambitions du voyage d'études, c'était aussi de comprendre le territoire autour de nous et de visiter à la fois la forêt qui est juste à côté de la ferme, qui est une énorme forêt, une des plus vieilles forêts d'Angleterre, de visiter un musée qui s'appelle St. Fagmans, qui est un open air museum, qui est un musée d'histoire de la construction rurale, qui permet de montrer un peu des techniques vernaculaires de construction et des détails à implémenter dans les projets et certains types de matériaux. Ici, vous voyez la visite de la scierie locale de Gladstone Sawmill, qui est une scierie assez particulière parce pour nous, elle est particulière parce qu'elle est à côté du site. Mais en plus, c'est une scierie qui a une très petite échelle parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de survivre en tant que scierie indépendante à petite échelle parce que les scieries sont assez grandes et ont des échelles démesurées et qui, là, s'est démarquée dans le fait qu'elle se source uniquement dans la forêt de Dean qui est à côté et transforme que du bois local et le vend que aux alentours. Donc, fonctionne vraiment avec un réseau, une clientèle locale qui a été assez difficile à instaurer, mais qui fonctionne, enfin, qui est aujourd'hui pérenne, avec qui on a pu voir un peu le processus de transformation de bois, quelles essences il y a localement dans cette forêt, à quelle fréquence ils peuvent débiter le bois, quelles sont les demandes et les arrivées de bois local par année et sous quel cycle. Et la troisième visite qu'on a fait aux alentours de la ferme pour pouvoir vraiment s'insérer dans ce territoire et pouvoir faire notre construction avec des choses locales, c'est la visite de T-Mauer, qui est une entreprise de construction qui se concentre sur les matériaux biosourcés et beaucoup de projets de rénovation de bâtiments protégés, donc historiques, et qui du coup nécessitent des connaissances assez poussées sur la question des enduits de chaux et toutes sortes de revêtements de façade, de toiture, mais aussi explore des systèmes un peu innovatifs de construction, où là, vous voyez par exemple au milieu un mini workshop de tests de fragments, de construction de blocs de miscanthus et chaux, donc des blocs qui ont des principes à la fois structurels et isolants avec les étudiantes sur place. Et c'est la dernière phase, et c'est celle qu'on n'a pas encore aboutie parce qu'on arrive en mai, c'est de construire cette maison. Et du coup, on retournera pendant la semaine charrette. Je ne sais pas si vous l'appelez aussi comme ça ici. Non, ok. Donc la semaine juste avant les rendus, où les étudiantes sont libérées de cours et du coup, on a l'opportunité de pouvoir passer plus de 10 jours sur place pour construire un des prototypes de logement pour un futur ou une future travailleuse qui s'occupera des vergers sur place. En fait, et dans la manière dont ça va se constituer, c'est-à-dire que là, on ne peut pas montrer d'image parce que ça n'a pas eu lieu, mais c'est vrai que les étudiants et étudiantes ont fini de travailler sur le développement de projets, de propositions,
en parallèle avec un ensemble de types qui avaient été développés pour ILC, et l'idée étant maintenant d'en choisir un, enfin que ILC en choisisse un en fait, à vrai dire, là, dans les 2 semaines à venir, pour nous permettre de développer ensuite, en fait on va, le travail individuel, enfin pas individuel, mais des petits groupes de développement, de recherche des projets dont on a vu les maquettes, s'arrêtent, et là on va rentrer dans une phase de travail collectif, c'est-à-dire que l'idée étant de travailler à 25 sur la mise en place du chantier de la construction de ce prototype à Ragman, dont on n'est pas sûr, évidemment, en 10 jours, parce qu'on sera là-bas à 9 jours, de pouvoir tout monter. Mais l'idée étant quand même de pouvoir, en préparant en amont, au moins monter structure, une forme d'isolation peut-être d'une toiture, et de lancer le chantier, quitte à le développer sur le long de l'été pour toute personne ensuite qui sera désireuse de revenir. Et nous, ça, en tant que personne, enfin, en tant que membre de l'atelier, on va aussi probablement gérer ensuite la fin de la construction. Voilà. C'est tout. Bon, merci beaucoup. Merci pour toutes ces présentations. C'est moi qui ai le micro, mais je peux directement le passer. Je sens que là-bas, ça réagit déjà. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence, c'était hyper intéressant. J'ai une question sur la un peu globale, c'est quelle est la stratégie économique qu'il y a derrière avec entre l'EPFL, qui est une école en Suisse qui a un peu plus de moyens, et avec ILC, et enfin, c'est quoi un peu l'infrastructure économique qu'il y a derrière le studio? Si vous pouvez détailler un tout petit peu. Il n'est pas super clair, mais non, dans le sens, il est quand même assez clair dans le sens où, en gros, nous, on est employés par les PFL en tant qu'enseignants et assistants, et c'est comme ça que nos revenus sont couverts. L'idée, c'est que ILC fournisse quand même une certaine part du budget nécessaire à la construction. Et une économie de cette construction se fait, c'est-à-dire que tout le travail de recherche a été établi en parallèle. Donc c'est vrai qu'avec les étudiants, et de ce point de vue-là, c'était en fait dans le même titre que Rural Studio, en fait, il y a une forme d'économie par le fait que par l'apprentissage et la recherche et l'expérimentation, les étudiants et étudiantes apprennent quelque chose. Et ILC reçoit en contribution en fait un ensemble de recherches autour de la notion de logement. Et pareil pour le chantier, en fait. Il y a une forme de... Enfin, dans le cadre d'ILC, par exemple, on va être normalement logé gratuitement dans la ferme, qui a en fait un genre de dortoir. Donc on peut loger sur place, donc il y a ce rapport d'échange. La construction, encore une fois, le labeur est du coup gratuit. Et après, il y a une forme d'économie, de recherche, d'investissement. Là où c'est plus, on va dire, c'est un peu différent, c'est qu'il y a une seconde structure qui s'appelle Common Treasures, qui est un peu liée à l'enseignement, mais qui, elle aussi, a un certain fonds et qui peut venir investir et aider ILC. Pour être assez clair, le budget est très limité et le PFL paye absolument pas le projet de construction, si ce n'est nos salaires et une subvention de hauteur de 60 francs suisses, donc environ 60 € par étudiante. Donc en fait, c'est pour ça d'autant plus que dans le design de ces prototypes, on doit veiller à une économie de moyens et une économie. Et c'est ce qu'on disait aussi avant, comme on repose aussi beaucoup sur cette relation d'échange, finalement, ILC, c'est nos clients et eux ont intérêt à nous mandater pour la construction parce qu'on est beaucoup moins cher parce qu'on travaille gratuitement, beaucoup moins cher qu'une entreprise de construction ou quelque chose comme ça. L'idée aussi de construire un prototype, c'est d'avoir ensuite un projet phare pour pouvoir générer des demandes de subventions et des demandes de pouvoir débloquer des fonds ensuite pour répéter ces prototypes. L'idée de ces prototypes sont développés aussi pour que ce soit en partie la coopérative et les personnes qui vont y habiter qui participent au coût de construction de ces projets.
Et aussi pour dire c'est limité. ouais, et que ILC, en fait, ne pourrait pas vraiment payer un architecte pour faire le projet. Donc concrètement, il y a ce rapport d'échange qui est dans le fait que... et à l'inverse, une agence d'architecture pourrait difficilement se financer avec ce type de projet qui, en général, sont absolument pas rentables. Donc c'est là où l'échange a lieu. Mais c'est vrai que les PFL, non, finalement, ne nous financent que nous. Et dans les moyens de production, par exemple la scierie, etc., c'est ILC qui fait le lien avec le territoire et Non, ça, la c'est localité. Ça, en fait, l'expertise vient de nous, c'est-à-dire la recherche des constructions, de la scierie, de Team Hour qu'on a vu, des différentes personnes qu'on a pu trouver. Ça, c'est nous qui les cherchons. Parce que notre expertise vient de là aussi, de savoir trouver ces personnes-là. Ouais. Après, ILC a aussi certains contacts qui ont pu être échangés, mais non. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Vous fonctionnez vous êtes, je ne sais pas si en français ou en anglais c'est la même chose, collectif. Qu'est-ce que ça implique pour vous en tant qu'architecte d'être en collectif et donc vous appelez pas agence ni bureau. Qu'est-ce que ça implique dans vos modes de décision, dans le choix des projets, vous êtes divisé en 4 parties. C'est quoi l'organisation de votre travail en fait à l'intérieur du collectif, voilà. Du collectif en tant que studio, en impliquant les étudiants ou en tant qu'équipe d'enseignement? Même au-delà du studio, Assemble, qui est divisé en du coup Design Limited, Workspace, Play et Methods. Comment est-ce que déjà ça fonctionne, les différents départements par rapport aux autres, et ensuite même à l'intérieur du studio, quelle est la place de l'étudiant, de l'étudiante dans les décisions, voilà. Je réponds à la première partie. En fait, c'est des entités légales et économiques différentes. C'est-à-dire qu'il y a Assemble Design Limited, qui est une entité qui est une limited company, l'équivalent d'une SARL, mais avec une limited liability partnership. C'est-à-dire que tout le monde est partenaire. Ça, c'est au sein du collectif. Assemble en tant qu'agence. Assemble Play a une indépendance complète. C'est d'autres personnes. Assemble Workspace, c'est pareil, mais il y a un peu plus de pont, parce qu'en fait, en général, c'est Assemble qui occupe, construit des lieux, des bureaux qu'ils occupent par la suite eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est des espaces beaucoup plus grands, donc en fait, loue le reste. Là, il y a un peu plus de choses qui se chevauchent. Dans le cas de l'unité d'enseignement, on est encore une fois une unité complètement parallèle. On va dire que James fait lui partie de Assemble à Londres, de manière directe. Amy était fondatrice aussi, membre d'Assemble, mais habite à Zurich et n'a plus d'activité directe à Londres, mais continue à travailler sur des projets en parallèle. Enfin, tout est un peu constellaire et oui, assez complexe de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a pas vraiment... Il y a Assemble qui existe comme collectif d'architecture et qui, en fait, a tout un ensemble de constellations de projets. Mais c'est vrai qu'à la fois l'unité d'enseignement et Assemble Play, en fait, par exemple, ont vraiment des acteurs différents, des entités, mais il y a quand même des échanges. Enfin, concrètement, nous, même au sein de l'unité, il y a des membres du collectif qui viennent enseigner ou participer à des workshops. Il y a ce type d'échange-là. Mais par contre, d'un point de vue administratif, par exemple, c'est toute une question au sein de l'EPFL de ce point de vue-là, parce que officiellement, sur le contrat, il n'avait le droit qu'à 1 ou 2 noms. Il n'était pas possible de dire mardi, ce sera machin truc, jeudi, 2 semaines après, ce sera quelqu'un d'autre. Ça, c'était une difficulté. Et après, avec le studio et avec les étudiantes, je pense que la priorité qu'on met le plus, c'est de prendre le temps de discuter et de prendre les décisions ensemble. Donc souvent, on a une latence assez forte parce que ça prend beaucoup de temps de discuter des choses. Par contre, par expérience, c'est nécessaire et on a eu à certains stades, il y a quelques années, des clashs où on n'avait pas pris ce temps
de décision collective, de bien checker que tout le monde soit d'accord. La charte, la constitution est venue aussi par après en réponse à des problèmes dans le collectif. Et en fait, on est constamment en réaction ou en tout cas en ajustement de comment on travaille ensemble. Ce qui est aussi un peu compliqué dans un cadre d'enseignement un peu conventionnel, c'est que en fait, on change de collaboratrice chaque année et du coup, on apprend à connaître des nouvelles personnes et c'est des choses qu'il faut recommencer à chaque fois. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve passionnant de recommencer ce processus à chaque fois. Mais en effet, ça prend énormément de temps et c'est pour ça qu'on l'a dit au tout début, mais on est très contente d'avoir un format sur une année pour pouvoir à la fois cultiver les relations interpersonnelles dans le studio, pouvoir cultiver une relation de confiance et de processus de décision. C'est pour ça qu'au tout début, on a un exercice assez factuel qu'on vous a présenté de Learning from Examples. Finalement, il y a peu de décisions collectives qui sont prises à ce stade et où on a imaginé le programme de l'année aussi en fonction du fait qu'on est consciente que notre relation va changer, ou en tout cas on l'espère. Et du coup, par exemple, maintenant, ça fait 6 mois qu'on travaille avec nos étudiants et étudiantes, on sent déjà qu'il y a une confiance, un dialogue. Chaque fois qu'il y a un problème, on peut en discuter. Toutes les décisions peuvent être remises en question. Et du coup, pour nous, c'est vraiment important de prendre le temps de construire ça et de ne pas tout de suite dire on travaille en collectif et qu'en fait, il n'y a aucune base qui a été mise en place. Et du coup, ça ne peut pas marcher parce que ça repose sur plein de mini-trucs assez fragiles, mais qui prennent du temps à instaurer. Merci beaucoup. Et j'ai peut-être une deuxième question, s'il n'y a pas une question derrière. Vous avez parlé de Tim Ingold et de Donna Haraway. Quelle place est-ce que ces apports théoriques ils prennent dans l'atelier, dans la façon dont vous construisez les projets après? En fait, dans le cas de Tim Ingold, j'ai étudié avec Tim Ingold. Du coup, quand j'ai fait mes études en anthropologie, donc il a pris une place assez importante dans ma vie, du moins. Après, là, c'était vraiment une question de... On va dire que c'était vraiment ce rapport d'échange. Et alors, en fait, ça s'exprime à plusieurs échelles. Je pense qu'il y a une certaine position pédagogique qui existe aussi dans les écrits de Tim Ingold et aussi Donna Haraway. Je pense que Tim Ingold se référence beaucoup, notamment aux travaux de Jacques Rancière et d'autres, mais sur un certain rapport non hiérarchique, un certain rapport d'enseignement et d'apprentissage, du fait aussi que en fait, ce qu'on enseigne, notamment l'utilisation de ces matériaux, ne sont pas des pratiques qu'on a apprises nous-mêmes ni à l'école en fait. C'est aussi des pratiques qu'on ne maîtrise pas vraiment, à vrai dire, ni des modèles qu'on maîtrise. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi dans ce rapport un peu plus horizontal, parce qu'en fait, les groupes de recherche qu'on va développer, là notamment pour la construction, le groupe d'étudiants et étudiantes qui vont être responsables, imaginons là de la partie isolation dans un stade type, auront des connaissances beaucoup plus importantes sur le sujet que nous, au bout de certaines semaines de travail. Donc je pense qu'il y a ce rapport-là est assez important. Et peut-être qu'on ne l'a pas présenté, mais on instaure aussi, et ça fait partie un peu des moments de discussion, d'échange qu'on instaure de manière régulière, un peu comme des rituels dans tous les semestres, c'est qu'on fait des sessions qu'on appelle Critical Studies, qui sont des lectures collectives de textes qui nous semblent importants à échanger et lire. Et en fait, c'est des fragments de texte parce qu'on sait que personne n'a le temps de lire des livres entiers pendant un semestre. Mais du coup, on choisit de manière assez... avec pas mal d'attention des textes au moment du semestre qui, selon nous, sont pertinents. Et ensuite, on en discute tous ensemble et on partage... on espère que c'est des choses qui nourrissent le projet. Donc, c'est session de Critical Studies où tout le monde a un rôle assez précis, de poser des questions, de contextualiser l'écrit et tout ça, sont des choses qui, selon nous, apportent une base aussi
théorique ou une base commune après pour avancer ensemble dans le projet. Merci beaucoup. Ouais, juste une question. Merci, hein, c'était vraiment hyper intéressant, magnifique, sur plein d'aspects. Il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il y a pas mal de choses en France qu'on pourrait voir résonner en termes ne serait-ce que d'imagerie. Mais alors, sur vos images, tout le monde est souriant, ça se passe bien, tout le monde est gentil, ça a l'air d'être là. Et en France, on sait très bien que les lieux qui sont dans ces modes de réinvention, ça se passe dans des rapports de force extrêmement violents, avec les pouvoirs locaux, avec d'autres types d'industries agricoles. Il y a des gens qui sont blessés, mutilés. Et du coup, là, on a l'impression que, je sais pas, la vie est belle au Royaume-Uni, qu'il n'y a pas de... C'est très bien, hein, et vous le faites magnifiquement, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui n'est pas totalement là, qui manque? C'est vraiment une vraie différence? C'est parce que ça passe par le PFL qu'il y a un truc de screenage, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment cette différence? Et si oui, pourquoi? Il y a quand même une grosse différence avec le Royaume-Uni, ouais. Alors non pas. Après aussi pour dire que ILC finalement, alors est à la fois une coopérative niche un peu star au Royaume-Uni, mais ils n'ont pas beaucoup de sites non plus, c'est pas gigantesque. Après le truc c'est que au Royaume-Uni, il y a quand même moins ce rapport de confrontation avec toute l'agriculture conventionnelle. Enfin, c'est pas organisé vraiment de la même manière, ce qui fait qu'en fait il y a des rapports de force, mais qui sont plus des rapports de force quotidiens, parce que finalement, là, on ne l'a pas montré, mais en parallèle, il y a aussi un travail de documentaire et de film qui a été entamé au sein d'ILC et de ça. Et c'est juste que, oui, d'un point de vue au quotidien, les personnes sur place, déjà, c'est des parcelles de terre marginales, donc c'est des parcelles de terre dont les cultivateurs ne voulaient pas. Donc de ce point de vue-là, la question est un peu réglée, c'est-à-dire que ce n'est pas un champ qui avait tant de valeur que ça. Mais par contre, oui, avec les voisins, voisines, en général, il y a quand même un rapport de proximité, de voisinage qui est plutôt bon. Après, il y a des échanges qui peuvent être un peu... Il y a un cas, notamment dans la péninsule de Gower, dans le pays de Galles, de Trevor et Bettina qui font des fleurs, qui vendent des fleurs et cultivent de la nourriture. Où là, oui, il y a eu certains rapports de force avec... des agricultrices du voisinage, parce qu'il y avait plus des rapports d'héritage à qui était la terre avant, en fait, de dire que mais ça s'exprime plus par une forme de dédain, en fait, pas tant, notamment en fait, les agriculteurs ne viennent pas les voir parce que justement ils trouvent qu'ils jouent à faire de l'agriculture, ils considèrent qu'ils font du jardinage, par exemple. Après, la violence, elle vient peut-être quand même de leur mode de vie, hein. Et du rapport au planning. Ça reste quand même des modes de vie alors certes enviables parce que tout le monde est assez content parce qu'ils sont proches de la terre, mais globalement en hiver il fait froid et c'est humide, ouais. Et les toilettes sont dehors, tout ça, quoi. Mais donc oui, mais globalement après oui, c'est vendeur dans les images, mais c'est vrai que c'est juste que les personnes qu'on rencontre, toutes les images, les photos qu'on prend, non. Mais c'est vrai qu'il y a une différence réelle, hein. Enfin, typiquement, une coopérative, une association similaire à ILC, c'est Terre de Liens en France, qui est déjà beaucoup plus grande, par exemple. Parce qu'en fait, au Royaume-Uni, ça reste encore assez marginal. Non pas qu'il n'y a pas de mouvement comme ça, mais c'est pas... Je pense que ouais, c'est beaucoup plus décentralisé, en fait. Peut-être aussi, on a choisi de travailler en collaboration avec ce secteur un peu marginal. Et pour l'instant, on bénéficie de cette marginalité. Ça veut dire que personne n'est pris au sérieux. Et on est au point où, en fait, on essaie juste de se loger et de fonctionner et de pouvoir vivre du revenu agricole. Ce qu'on essaye de soutenir, c'est pas une impossibilité que les frictions viendront un peu plus tard, en fait. Quand on part de cette zone un peu marginale qui est finalement assez confortable. Et du coup... Je pense que ça va grimacer peut-être plus tard. Ça grimace déjà pour les logements. Et les étudiantes sont très contentes parce qu'elles sont juste contentes de travailler dehors et de faire des grandes maquettes, je pense.
Ici, une question. Je voulais être sûr d'avoir compris, s'il vous plaît. Pareil, merci pour la conférence et les leçons qu'on peut tirer de tout ça. Je voulais être sûr d'avoir compris, le logement que vous allez réaliser en fin de semestre, il est vraiment destiné à un ménage d'agriculteurs et d'agricultrices de la coopérative. Ouais. Parce que le ménage est identifié, et au moment où vous êtes passé des types à, vous avez dit, je ne sais plus comment on m'a dit, à atterrir dans la situation, contextualiser, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des échanges entre le ménage pour connaître ses usages et les étudiants, l'atelier? Et puis l'autre question qui va avec, du coup, c'est jusqu'à quel niveau de définition vous espérez finir? Est-ce que ça va jusqu'à plomberie, électricité? Et du coup, à ce moment-là, je vous trouve très cool avec le délai, un gros chantier d'une semaine, peut-être qu'on va déborder. Est-ce que vous avez, je sais pas, une petite appréhension, un truc comme ça? Parce que je me dis que peut-être la personne est dans une situation inconfortable ou autre, et du coup, c'est un gros challenge. C'est vraiment super chouette ce que vous faites. Comment ça vous questionne? Bref, grosso modo, pour résumer, comment vous travaillez avec l'habitant pour aller au bout de votre démarche? Et puis, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, parce que la personne est loin, vous êtes en Suisse. Et puis après, sur ce chantier, voilà. Merci. Très bonne question. En fait, pour l'instant, la personne qui va y vivre n'est pas identifiée. C'est aussi ça qui est pour nous un défi, c'est de faire un bâtiment assez, enfin une habitation assez générique pour qu'elle puisse accueillir quelqu'un. Le problème, en fait, sur le site, c'est que personne ne veut venir travailler le verger, qui est en état assez pitoyable. On ne l'a pas montré, peut-être ça aurait donné une image un peu moins souriante de toute la situation, mais le verger les pommiers sont vraiment dans un état pas entretenu depuis plusieurs années, du coup un état pitoyable, et personne ne veut venir les travailler parce qu'il n'y a pas de logement. Et du coup, on veut créer la demande de venir travailler la terre en proposant un logement. Et ça, c'est en fait... donc notre client, c'est ILC, donc la coopérative qui veut créer des infrastructures sur place pour rendre plus attractif le site et attirer plus de personnes à travailler. Parce que pour l'instant, et comme on vous l'a dit, il n'y a que 2 exploitantes sur site et qu'en fait, ils espèrent accueillir une quinzaine de personnes dans ces prochaines années. Et ce qui coince, en fait, c'est les logements. Et du coup, c'est un peu cette négociation entre déjà construire plein de choses sans demande réelle et attirer en construisant un premier prototype et en montrant le catalogue des possibles. Et la deuxième question, j'ai oublié. C'était sur le niveau d'achèvement de la réalisation. Alors, du coup, on enlève le côté urgent, quelqu'un attend, etc. Donc ça règle ça. Oui. Ouais. Et le deuxième point qui fait aussi référence un peu peut-être aux méthodes de discussion et point de friction quand même, c'est que ce site a aussi été choisi au sein d'ILC, notamment parce que justement, concrètement, pas mal de personnes au sein d'ILC, donc dans les intendants, intendantes, sont un peu en situation d'urgence. Et finalement, de devoir décider qui aurait en premier ou bénéficierait en premier d'un prototype de maison est un sujet un peu tendu. Et qu'en fait, la solution qui ne vient pas de nous, mais en fait, finalement, les membres d'ILC se sont dit peut-être que celui-ci, comme premier, qui en plus sera un prototype et qui forcément, du coup, va peut-être prendre un peu de temps, c'est mieux si justement il n'est destiné à personne de préexistant, au sein du groupe, pour pas que, et ensuite les autres personnes, parce que l'idée c'est qu'ILC ensuite puisse offrir ce type de type et de modèle d'habitat et de logement pour toute personne qui viendrait intégrer dans le futur. Donc en fait, c'est un peu une période transitoire. Toutes les personnes qui font partie du groupe aujourd'hui ont aussi certaines vues sur la manière dont ils veulent habiter. Donc en fait, ça rend aussi les discussions de conception autres, d'une certaine manière, parce que toutes ces personnes-là se sont déjà projetées d'une certaine manière en disant oui, j'ai envie que ma maison soit comme ça, avant même qu'on débarque. Donc ces premiers groupes, on ne sait pas encore exactement comment ça évoluera, mais voilà. Et après, en termes d'achèvement, non, on ne met pas la pression pour que le truc soit fini en 10 jours. Je pense qu'on va bénéficier d'une force de travail de 25 personnes pendant 10 jours pour entamer et mettre les choses, vraiment donner un bon coup d'avancement. Et la suite, on va voir comment on s'organise, en fait, nous, au sein de l'équipe, avec ILC. Super, merci. On prend une dernière petite question, ou il y a encore quelqu'un veut prendre le micro?
Moi, si vous n'en avez pas d'autres, j'en ai éventuellement une dernière, parce qu'on est allé visiter Pivoine tout à l'heure, et qui est un peu la symétrie inverse, puisque vous êtes dans les ruralités, on est plutôt dans l'urbain. Enfin, bon, bref. À la fois, c'est tout pareil et c'est tout différent. Je ne sais pas si vous aviez un petit commentaire à partager sur ce que vous avez vu cet après-midi et les conseils que vous pourriez nous donner éventuellement, ou ce que ça vous, à quoi ça vous a fait penser. Moi, ça m'intéresserait de savoir. Tu veux répondre? Un des premiers trucs, c'est qu'on a retiré un de nos points de la présentation, parce que un des gros arguments, c'est de dire que dans les points un peu catchy, c'est de dire que c'est dans la ruralité qu'il y a la possibilité d'une émergence d'alternatives aujourd'hui. Pivoine, évidemment, nous montre que non, donc on l'a retiré quand même, on s'est dit bon. Mais dans le sens où, bien sûr, il y a un ensemble de tissus où il y a des espaces qui peuvent être occupés. Ouais, vas-y. Tu veux continuer? Personnellement, ma première réaction, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Ouais. Aussi. Mais une pointe de jalousie venant d'une école qui est sur un campus très développé où, en fait, il n'y a plus de possibilité de s'étendre. Et comme toutes les écoles d'archi aujourd'hui sont confrontées en fait, à cette crise de place et le fait qu'il n'y a ni lieu d'expérimentation, ni lieu où on peut faire des grandes maquettes. Vous n'avez pas forcément vu les maquettes dans l'atelier, mais ça prend de la place et ça fait beaucoup de déchets. Enfin, ça prend de la place de les faire. Et du coup, personnellement, c'était vraiment presque de la jalousie de me dire que vous aviez beaucoup de chance d'avoir ce lieu d'expérimentation, parce que c'est rare. En tout cas, pour nous, c'est très rare. Et surtout aussi je pense que nous, on a dû l'exporter au Royaume-Uni de par le fait qu'on a déjà des contacts existants au Royaume-Uni et qu'à l'EPFL, c'est saturé. On ne peut pas travailler sur place ou très peu. Mais cette question du faire et d'avoir un impact réel dans ses propres études et d'utiliser le cursus architectural et le format d'un atelier de projet pour vraiment créer quelque chose qui a un vrai impact et qui change la réalité vécue ensuite des personnes qui vont suivre. Pour moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant en tout cas. Et un conseil peut-être je ne connais pas très bien Saint-Étienne, mais d'aller diguer un peu les lieux de ressources autour. Ce qui s'est fait, ce qui est aussi en train de se faire, enfin, pareil quoi. Ok, bon bah merci beaucoup. Le bar est ouvert au-dessus, du coup, et nous les avons à disposition pour discuter.